Bonjour à tous. Je vais essayer de faire un exercice qui n'est pas pratique pour moi, c'est-à-dire pas faire des théories d'apprentissage, parce que je pensais que Séverine l'aurait fait, mais en fait, elle l'a pas trop fait, elle a expliqué un petit peu, mais je vous conseille sur ce thème-là d'aller lire les bouquins que le haras nationaux notamment ont fait sur comment travailler son cheval selon les principes de l'apprentissage, qui explique un petit peu comment le cerveau du cheval fonctionne et comment il est capable d'engranger des apprentissages. Moi, je vais essayer de m'attarder sur le cheminement d'un cheval qu'on va éduquer jusqu'au débourrage. Comment moi je travaille, c'est pas une solution, hein. Il y a pas de méthode qui fonctionne ou qui fonctionne pas. Il y a celle que le cheval comprend. Et plus m'attarder à des cas concrets, sans parler de trop de technique. Donc, elle vient de le faire et je pense que c'est quand même une priorité. D'abord, c'est l'environnement qui prime sur les chevaux, surtout quand on les emmène quelque part pour qu'ils soient travaillés. Donc, il y a un effet de changement et de découverte qui est énorme pour le cheval. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte dans son éducation. C'est que quand il arrive dans une écurie nouvelle, comme elle l'a dit, il y a une hypervigilance qui est naturelle. Il va devoir flairer son environnement, faire de l'exploration, regarder ce qui se passe, être un petit peu à même de voir et de comprendre un petit peu comment ça se déroule. Et on a des contraintes donc, qui sont l'isolement et du coup un manque de contact social. Alors, et ça, c'est vrai aussi, parce que j'ai beaucoup Alors, pour vous donner une idée quand même de retour d'expérience, on fait au haras, là, ça fait une quinzaine d'années que j'y suis, entre 150 et 250 chevaux par an. Donc ça fait un bon panel d'observation, on va dire. Des entiers, des foals, des 1 an, des 2 ans, des yearlings, un peu toute race, essentiellement des chevaux de sport, en espérant que ça devienne des chevaux de haut niveau. Donc avec un travail assez certain et surtout assez intense dans une suite logique. Quelques pur sang, quelques yearlings pur sang, quelques chevaux d'endurance, mais à moindre mesure. Donc oui, l'isolement, les contacts sociaux, maintenant, là, on l'a prouvé tout à l'heure. Moi, je le vois surtout sur les entiers. Si par exemple, j'ai la chance d'avoir des écuries qui ont des box ouverts sur courettes. Et ces courettes, donc il y a une barrière qui est à peu près à cette taille-là, et ils peuvent avoir des échanges entre eux, donc ils peuvent se groomer, ils peuvent se sentir à peu près jusqu'au milieu de l'encolure. Alors il y a des risques de blessures parce que forcément ils peuvent se mettre debout et monter sur la paroi, notamment pour les entiers. Donc au début, ce que je fais, c'est que je mets un petit fil électrique au début parce qu'ils arrivent à passer le nez dessus. Et si je vois qu'ils ont justement des affinités entre eux et que ça se passe bien, à ce moment-là, je retire l'électricité. Pour les autres, j'en mets pas, jument et hongre. Alors il y a des blessures, mais il y a toujours plus de blessures au box qu'au champ, dans tous les cas. Donc c'est pas une référence pour moi. Alors l'alimentation, c'est pareil, j'en parle peu, mais le fait d'avoir du foin à volonté, c'est nécessaire. Je pense que c'est plus à prouver. Et j'espère que ça sera plus à démontrer maintenant. Je pense que les études qui montrent que il y a une écurie où on donne pas de foin, il y a une écurie où on en donne, ça se passe mieux, on en donne. Je pense que maintenant, il faut arrêter. Il faut à peu près donner à volonté, c'est entre 12 et 20 kilos de foin par jour, et c'est pas un apport de... Enfin, on fait des tests là, de foin séché en grange, de foin de croc, qui sont à mon avis, beaucoup trop riches en protéines. Et ce qui est important dans le foin, c'est la cellulose et les fibres. Le reste, c'est apporté par l'aliment. Donc, en général, des chevaux qui vont travailler un petit peu physiquement, ils sont complémentés. Donc, il n'y a pas trop à se soucier de l'apport protéiné en foin. Alors l'état corporel, c'est pareil, je vais faire des lapalissades un petit peu, mais j'ai des chevaux des fois qui arrivent en surpoids, des chevaux qui arrivent un peu amaigris, et ça c'est des choses à prendre en compte aussi parce que un cheval amaigri, il va pas avoir assez d'énergie, c'est quand même contraignant l'éducation et le débourrage. C'est presque un non-sens de dire qu'on va faire du bien-être et du débourrage parce que si on est vraiment honnête, quand on fait un débourrage, le cheval, il a une augmentation du rythme cardiaque, il va avoir des comportements qui vont être... forcément, il va découvrir beaucoup de choses, donc il va y avoir de la fuite. Alors, je touche du bois, mais j'ai pas trop de réactions de morsure ou des chevaux qui essaient de nous taper. Mais parce qu'on a maintenant une méthode qui est quand même assez calée.
Mais voilà, c'est stressant pour lui. Donc s'il arrive en bas d'état, il va manquer d'énergie. On risque d'avoir un regain après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois plus tard, où on va avoir un cheval qui va changer de comportement. Et quand ils sont trop nourris ou surnourris, on va avoir des blessures. Et s'il y a des blessures, il va y avoir une assimilation entre le harnachement et la blessure, donc quelque chose de négatif. Et ça, on va essayer de l'éviter au maximum. Alors la routine, juste, il y a un entraîneur de course, Guillaume Macaire, pour ceux qui le connaissent, qui disait la routine, lui, il se sert que de ça. Moi, je me sers pas que de ça, mais la routine, c'est vrai que c'est très rassurant pour un cheval. Quand il sait ce qu'il va faire, que ça se répète, cette répétition-là, elle peut être très bénéfique au début pour qu'il ne soit pas surpris de ce qui va se passer dans la journée. Donc ça peut être quelque chose à mettre en place. Et notre ennemi ou notre ami, c'est le temps. Et là, moi, je travaille un petit peu avec l'INRA et l'équipe de Léa Lansade et Alice Ruet, où on a fait quelques études aussi sur le renforcement positif, j'en parlerai un petit peu plus après. On s'accorde à dire, j'aimerais bien qu'on arrive à le mesurer, qu'entre 10 et 15 jours, les 10 premiers jours en tout cas, ça c'est certain, qu'on a, comme la présentation avant l'a dit, on a plus de phénomènes d'hypervigilance, etc., etc. Et donc le cheval est moins propice à l'apprentissage. Pour exemple, des chevaux qui arrivent des fois chez moi en convalescence après opération ou après castration, où j'ai juste à les mettre soit au paddock, soit au marcheur. Quand on reprend le travail 10-15 jours après, ils arrivent à rattraper les chevaux qui étaient là à la même date, qui ont été travaillés tous les jours. Pourquoi ? Parce que ils sont à l'aise avec leur environnement, ils sont à l'aise avec nous. Il n'y a rien qui les surprend dans leur environnement direct, et du coup ils sont plus propices à l'apprentissage. J'ai le luxe maintenant j'impose aux gens de me laisser les chevaux 2 mois. Parce que je vais au-delà du débourrage, on fait du travail aussi vraiment de mise en condition et de mise en forme. Mais le fait je fais ça depuis maintenant 1 an ou 2 même, j'ai des bien meilleurs résultats, les apprentissages sont bien plus ancrés, donc il y a quand même ce temps-là. Et à chaque fois je discute avec les éleveurs et ça leur pose pas de problème de laisser un cheval pendant 6 mois, 1 an chez un cavalier pour de l'obstacle ou du dressage, où il va finalement que répéter quelque chose qu'il sait déjà, mais un débourrage, en 15 jours, ça doit être fait. Alors quand un débourrage, finalement, c'est de la découverte, je crois qu'on avait essayé de mesurer avec Léa, mais c'est entre 300 et 400 apprentissages nouveaux, alors que quand il est débourré, finalement, il va faire de la répétition, de la mise en forme, de la mise en muscle, mais il ne va pas avoir ou peu d'apprentissage. Donc, si on pouvait inverser cette tendance, ça serait quand même, à mon avis, bien plus positif pour le cheval. Mais après, il y a aussi, et c'est aussi pour ça que je suis là, c'est qu'il y a des contraintes sportives, il y a des contraintes économiques, et on essaye de se rapprocher de la réalité du terrain au maximum. Alors, apprendre qui à quoi, ça me paraissait de faire un petit peu intéressant de faire ça. Comme vous voyez sur la vignette, je trouve assez drôle. On ne demande pas à un cheval de trait de sauter 1,50 m. Donc il y a quand même des chevaux qui sont conformés pour faire ce qu'on a, enfin en tout cas qui sont plus adaptés pour telle ou telle utilisation. C'est quand même assez intelligent de ne pas sélectionner des chevaux qui vont, à terme en tout cas, se dégrader dans leur physique parce qu'on va leur faire tel ou tel sport. On a eu pour exemple une jument qui s'appelait Vicky de Montsec, je ne sais pas pour ceux qui connaissent un peu le CSO, qui faisait très bien le 1m50 ou le 1m45 gagnante, 1m50 classée, et quand elle répétait, elle sautait un peu creux, elle finissait par se faire mal, elle avait mal au dos, et on repartait, et ainsi de suite. Donc la façon dont ils utilisent leur corps est importante. Donc si on a une conformation qui est quand même adéquate, on va dire, à leur utilisation, c'est intelligent de les sélectionner aussi comme ça. Pareil, alors je ne suis pas vétérinaire, pas scientifique, mais le bilan vétérinaire maintenant, il me paraît nécessaire avant tout travail. Parce que entre les pathologies génétiques, environnementales, traumatiques, etc., on va gagner du temps et de l'argent à savoir un petit peu quel est le statut ostéo-articulaire du cheval avant le début du travail. Pour les chevaux de dressage, on fait dos et cervical systématiquement, mais là je tends à en faire de plus en plus aussi pour les chevaux d'obstacle et les chevaux de course, parce que on s'aperçoit que ça peut orienter le travail. Le mauvais alignement cervical par exemple, ou le canal cervical un petit peu étroit,
vont nous indiquer des comportements qui sont en corrélation avec ces pathologies-là. Donc ça me paraît très important. Basiquement, un bilan de noix, je rajoute les phases de Grasset pour déceler les kystes, parce qu'on ne peut pas les voir sur les profils, dos et cervical. Encore une fois, c'est pas parce qu'un cheval a des conflits de processus épineux, par exemple dans le dos, qu'il va être inutilisable. La radio, elle est valable avec la clinique, et la clinique est valable avec les radios. Et l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. J'ai vu des chevaux avec des conflits de processus de 5 sur 5 qui font Grand Prix, et des chevaux avec des toutes petites pointes d'arthrose qui sont immontables. Donc, et la tolérance à la douleur aussi, etc. Donc c'est pas une finalité, mais ça permet quand même d'investiguer et d'avoir le plus d'éléments possible avant de commencer le travail, et de savoir aussi comment on va orienter les chevaux. Alors la dentisterie, pardon, pareil, c'est encore une lapalissade, mais il y a des dents de loup, elles vont être retirées, des dents de cochon aussi, mais c'est plus rare. C'est des sources de douleur. On a eu pour exemple, on avait un étalon qui faisait la finale à Fontainebleau, il y avait un apex qui était resté, et le timing était un peu trop court pour lui retirer l'apex. Du coup, on continuait à le monter, il basculait un peu la nuque, il a fait la finale, c'était bien, on a retiré l'apex et il est resté à basculer la nuque. Voilà, donc c'est des souvenirs de douleur, c'est des souvenirs posturales aussi qui vont entraîner des dysfonctionnements et des dissymétries. Donc c'est un petit peu bête de pas retirer les dents de loup avant tout emploi du mors. Alors c'est pareil, hein, les objectifs, alors quand je dis court terme, c'est dans les 6 prochains mois, et moyen terme sur leurs épreuves, les débuts de concours. C'est bien aussi de s'en fixer pour savoir si on est dans les clous, si le cheval va être adapté à ce qu'on veut, et revoir ses objectifs en fonction de ce que le cheval va nous donner. Et pas se dire, bon, bah, celui-là, il va faire ça, et non, ça ne marchera pas. Alors l'âge, ça commence fall, hein, pour moi, il y a plein de choses, je vais en reparler un petit peu. Il y a des chevaux qui courent à 2 ans, alors qui courent, chevaux de course, qui vont en concours aussi d'élevage à 2-3 ans. Il y a les étalons, il y a les ventes aux enchères. Tout ça, c'est pareil, c'est un travail qu'il faut adapter en fonction des objectifs. Donc en fonction de l'âge, on se dit ouais, mais c'est trop tôt, travailler à 2 ans, c'est bête, il n'est pas précoce. Alors il y a des études qui ont été faites, alors notamment sur les pur sang et sur plus de 2000 pur sang, qui prouvent qu'avec un entraînement raisonné, la structure osseuse des chevaux qui ont été entraînés jeunes est bien plus dense que ceux qui auront été pris à 3 ans. Donc qui vont avoir des carrières plus longues. C'est aussi valable pour nous d'ailleurs, hein. Les Chinois ont fait des expériences. À 6 ans, si on commence, c'est trop jeune. Par contre, s'ils commencent à 10, avec un entraînement raisonné, on sait que c'est des gens qui vont vieillir mieux, être plus performants et plus longtemps. Donc ça, c'est pareil. En fonction des objectifs qu'on s'est fixés, c'est intéressant de savoir quand on commence. Pareil, un cheval qui est raide, par exemple, il ne va pas s'assouplir au pré. Ça ne marchera pas. Par contre, un cheval qui est hyper laxe, peut-être que ça vaut le coup de le mettre au pré. Voilà, donc encore une fois, c'est des individualités auxquelles il faut faire attention. Et la croissance, bien sûr. Alors la croissance est liée aux objectifs, parce que je dis souvent aux gens qui mettent des étalons en préparation, ils me disent bon, on l'emmène à quel calife? Je dis bah, je déciderai 2 semaines avant. Parce que des fois, ils poussent de devant, ils poussent de derrière, ils vont perdre de l'équilibre, ils vont pas être performants dans ce qu'on va leur demander, ou ça va être trop dur pour eux. Donc bah, c'est peut-être intelligent de sauter la date et d'aller à une calife supérieure ou de voir autre chose. Notamment en dressage, et en plus en dressage, une fois que le cheval a été noté, il est dans la tête des juges. Donc ça sert à rien de le montrer s'il est en déséquilibre. Alors les fondamentaux de l'éducation, alors c'est les miens, hein. Il y en a beaucoup d'autres, j'imagine. Comme je disais au début, pour moi l'éducation, c'est tout ce qui concerne le moment où on est avec un cheval. C'est-à-dire que dès le moment où on est en présence du cheval, on fait de l'éducation. Si vous êtes à côté du cheval et que vous ne faites rien, vous faites de l'éducation. Et ça, Séverine l'a bien montré sur la première présentation, qu'une présence passive, en tout cas pour le foal, est bien mieux que d'essayer de les contraindre. Alors malheureusement, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Le foal inné, il a un microlax, il a un antitétanique, il a un booster d'immunité. Bref, il faut faire une prise de catch. Faut pas, enfin, voilà, ça c'est la réalité. Donc plus ça va vite, mieux c'est. Encore une fois, on peut essayer de positiver ces moments-là, où on est obligé de faire de la contention par effectivement un peu de renforcement positif à la fin, ou alors ce qui est impossible avec le foal qui vient de naître.
on est bien d'accord, mais voilà, il faut essayer de réfléchir ce moment-là, et si on doit faire de la contention, il faut que ça aille très vite, le plus vite possible. Par contre, une base d'éducation du fall, notamment passive, comme l'a montré Séverine, elle est vraiment bénéfique, hein, toutes les études le prouvent, donc c'est un peu bête de ne pas le faire, sachant que vous avez vu, le timing, c'est 5 minutes. Donc, entre 5 minutes à essayer de mettre un licol forcé à un fall ou 5 minutes à brosser la mer, c'est plus confortable pour tout le monde et c'est plus efficace. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Alors voilà, hein, ça en découle. La première chose, c'est ça, c'est qu'on voit bien, et là je m'appuie notamment sur ce qu'elle a dit ce matin, Séverine, c'est que quand un cheval il est en confiance, il est capable d'accepter beaucoup de choses, notamment dans l'immobilité. Dans le mouvement, c'est un peu différent. Mais en tout cas, dans l'immobilité, le fait d'avoir un rapport de confiance avec l'homme, de règle générale, on va pouvoir le toucher plus facilement, on va pouvoir prendre le pied plus facilement, on va pouvoir faire du bruit plus facilement à côté, on va pouvoir le changer d'environnement plus facilement s'il est en présence d'un référent. Et ça, c'est encore plus positif. Alors là, j'ai juste mis ce petit point-là parce que l'e-coller, c'est la première chose qu'on fait avec un cheval, hein, que ça soit fall ou un 3 ans. Moi, j'ai tous les cas de figure. Hein. Il y a des éleveurs qui... je dis des éleveurs à la jumelle, c'est-à-dire qu'ils les regardent et puis quand ils se disent que c'est le moment de les débourrer, on les charge et on me les emmène. Et après, si je prends les deux extrêmes, j'ai ça. Et j'ai aussi des gens qui caressent leurs chevaux tous les jours, vont leur emmener une carotte au pré et qui me les emmènent à 3 ans aussi. Bah, moi, je préfère la première version parce que les chevaux sont naïfs. Il faut savoir, comme je disais juste avant, que dès le moment où vous faites des choses avec des chevaux, même si c'est donner une carotte, c'est un apprentissage, c'est quelque chose que le cheval apprend, on va répéter. Et finalement, des chevaux qui sont très confiants parce qu'ils n'ont jamais eu aucun rapport conflictuel avec l'homme, ça va être très dur pour eux souvent quand on va commencer à leur demander des choses assez précises et ça va être contraignant et physiquement et psychologiquement. Le cheval qui arrive avec, avec une peur, hein, avec une peur de l'homme, parce que c'est le cas, il va s'écarter et ça va être du travail de mise en confiance beaucoup sur les 15 premiers jours, mais je vais avoir plus de rapports positifs avec lui les séances qui vont suivre, alors que ça ne va pas être le cas pour le premier. Parce qu'à chaque fois, ça va être une contrainte et en règle générale, il va chercher l'immobilité justement ou l'arrêt de la demande et moins le second. Alors l'e-coller, ça paraît tout simple, mais c'est vraiment la base de la solution et du problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chevaux qui sont mal e-collés, on ne va pas pouvoir toucher les oreilles, on ne peut pas s'approcher à droite, ils vont mettre la tête à droite, il va y avoir plein de petits comportements non voulus dus au fait de mettre le licol. On peut mettre le licol quand on peut caresser le cheval, alors pas partout, hein, surtout quand c'est un fall, il n'y a pas besoin de caresser sous le ventre, mais qu'on peut toucher l'encolure, le garrot, la base de l'épaule, éventuellement un petit peu le dos, qu'il est OK avec le fait qu'on passe une main par-dessus le garrot qui réapparaît du côté droit. On sait maintenant, hein, grâce à nos amis scientifiques, qu'ils estiment à peu près à 20% de perte d'apprentissage entre l'œil gauche et l'œil droit. C'est-à-dire que quand vous faites un apprentissage à gauche que vous ne répétez pas à droite, bah voilà, vous avez 8 chances sur 10 qu'il soit répété, mais il y a 20% quand même. Et souvent, si c'est des chevaux un peu sensibles, si c'est des chevaux qui ont justement un cardiaque un petit peu haut, bah là, les proportions s'envolent. Donc, bien répéter ces choses-là des deux côtés. Si vous pouvez passer à gauche et à droite du cheval sans que le cheval tourne la tête ou essaye de ne pas pouvoir changer d'œil, ça veut dire que vous pouvez justement passer votre main de l'autre côté. Et à ce moment-là, on va essayer de demander avec une légère pression sur l'encolure, qui est donc du renforcement négatif, que le cheval vienne mettre sa tête dans le licol pour que ça soit proactif. Quand vous mettez un licol de façon proactive au cheval, il est tout de suite dans l'apprentissage, il est tout de suite attentif et il est tout de suite proactif dans la démarche aussi. Donc voilà, c'est, sans parler plus de technique, ça me paraissait important de le dire. Donc une fois que le licol est installé, la première chose forcément c'est mener. Et mener, c'est quoi? C'est une session. Une session en général de nuque. Donc c'est une pression qu'on va appliquer sur la nuque. Attention au fall. Le fall, c'est forcément la réflexe d'opposition est très très marqué.
Et souvent, le premier instinct du foal, c'est que vous mettez une pression derrière la nuque. Son premier instinct, c'est de reculer. Si vous gardez cette pression-là, c'est de se mettre debout, éventuellement de se retourner. Quand il s'est retourné, il n'a plus de pression. Donc pour lui, c'est la solution. Même s'il s'est retourné, même s'il s'est fracturé quelque chose, il va recommencer. Donc pareil, les premières choses quand on fait, si c'est un foal, quand c'est un 3 ans, c'est pas pareil, il a été un peu plus désensibilisé, il a plus de force, vous risquez moins de lui faire mal. Mais sur un foal, je conseille toujours de faire les manipulations au box pour qu'il n'ait pas trop de recul s'il recule, qu'on puisse nous avancer avec lui quand il recule sans perdre le contact. Une fois qu'ils ont compris ça, et qui peuvent faire un pas en avant. Alors bien sûr, donc le renforcement négatif, un petit rappel, la pression sur la nuque, le cheval avance, la pression se retire, donc il a entre guillemets du confort puisque le stimulus aversif qui était la pression derrière s'arrête, et là il suffit de donner à manger pour renforcer encore plus positivement. Ça c'est faisable. Alors par contre je modère ça un petit peu, faites attention, c'est-à-dire que si le cheval avance et vous récompensez avec une récompense alimentaire le cheval, ok, vous avez renforcé ce comportement. Mais il faut faire très attention parce qu'il avance et il fait par exemple, je sais pas, un peu sa tête vers l'avant, vous donnez à manger, vous avez récompensé le fait qu'il mette la tête vers l'avant. Donc ce qui est important, c'est comme le renforcement négatif, que ce soit le renforcement négatif ou le renforcement positif, le plus important c'est le timing. C'est le moment où on va le faire et surtout au moment où on va arrêter de le faire pour le renforcement négatif. Et donner la récompense alimentaire vraiment exactement au moment où le cheval a fait le comportement souhaité. Et après, voilà, mener, céder, je l'ai mis ensemble parce que si une fois que le cheval a compris, premier pas vers l'avant, c'est bien de les faire céder un petit peu vers le bas, un petit peu sur le côté pour que forcément on n'est pas toujours dans l'axe, que ça ne change pas un peu sa perception. Et alors après, bon, dans mon cas, l'idée c'est de faire des chevaux de sport ou de course ou des chevaux performants en tout cas. Donc on a besoin d'un contrôle précis. Difficile, comment on peut dire, comment on peut améliorer le bien-être du cheval en contrôlant ses pieds? Je ne sais pas si on peut. Après, ce qui est bien pour lui, c'est qu'il comprenne la demande. L'avantage du cheval, c'est qu'il est quand même très sensible et qu'on peut à distance avec des codes sociaux qu'il a compris, et d'où l'intérêt aussi de son intelligence sociale ou en tout cas de son vécu social avec les autres chevaux, qui comprennent un petit peu que quand on se déplace, quand on met de l'énergie vers lui, il doit céder, bouger ou faire des choses un peu plus précises. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais globalement c'est contrôler ses pieds. Si vous avez déjà le mouvement en avant ou la cession entre la marche avant et la marche arrière, on peut déjà arriver à ça assez facilement. Et après, il y a tout ce qui est la désensibilisation. Alors, c'est pareil, la désensibilisation, en tout cas pour moi, elle est valable pour l'apprentissage en statique, mais elle est tout de suite mise en application en dynamique. Si on s'attarde à faire de la désensibilisation en statique trop, le cheval n'a plus envie de bouger. En tout cas, c'est pas qu'il a plus envie de bouger, c'est que sa seule réponse, c'est l'immobilité. C'est l'immobilité qui lui apporte le confort, c'est l'immobilité qui lui apporte la récompense alimentaire éventuellement, ou l'arrêt de la pression qui le gêne. Il doit comprendre que cette désensibilisation, à terme, alors au début, il faut bien sûr passer par une étape le plus calme possible pour que le cheval ait un cardiaque qui ne soit pas trop élevé, qu'il assimile bien que c'est pas un outil où on va tout de suite lui demander de bouger, donc qu'il garde bien cette immobilité-là. Mais une fois que c'est acquis, que le cheval est relâché à ce moment-là, après il faut tout de suite passer dans le mouvement. Et c'est-à-dire, si j'utilise par exemple mon outil de désensibilisation le plus courant, c'est un petit drapeau, je lui passe d'abord sur tout le corps, je fais un petit peu de bruit avec. Une fois que ça c'est acté, après je vais le solliciter avec pour lui demander le mouvement en avant. On peut le faire en le décomposant un maximum, mais ils le comprennent assez vite. Alors je vais vous parler juste un petit peu d'une technique que j'utilise et qui, maintenant avec l'expérience, c'est simple, ça fait 8 ans que je fais cette technique-là. Je touche du bois quand je dis ça, mais depuis que je fais ça, j'ai eu 0 chute au débourrage. Donc ça, sur plus de 2000 chevaux, on va dire. Donc c'est quand même représentatif. Et je pense que c'est aussi grâce à cette technique. Alors, l'intérêt, c'est que c'est un partenaire social, encore plus que nous, pour le coup. Ça permet d'avoir
qui voit déjà un cavalier monter, enfin un cheval avec un cavalier dessus, parce que vous connaissez les chevaux, hein, la première fois qu'on croise avec un autre cheval, en général, c'est plutôt effrayant pour un cheval. Donc ça, c'est important. Ça permet aussi de lui montrer, de ne pas être aussi agressif, de lui apprendre à ne pas être agressif avec les autres chevaux, hein, parce que je le fais avec des entiers. Et de se complaire aussi dans cette situation-là. Puis il y a un effet de mimétisme aussi, hein, il faut que et ça j'en viens d'ailleurs après, il faut que le cheval ait un rythme cardiaque bas. Si vous êtes sur un cheval qui est stressé, c'est un petit peu comme la mère et le poulain. Si la mère est agressive ou qu'elle court dans tous les sens, le foal il va pas être serein. Là c'est pareil. Donc mon cheval il est capable, enfin il connaît son métier maintenant, hein, ça fait des années qu'il le fait, il est calme. Il n'est pas agressif envers les autres et il n'a pas non plus peur des autres. Donc ça c'est important. Alors dans cette technique-là, je reprends exactement les mêmes exercices que j'ai fait au sol, sauf que c'est mon cheval qui les fait. C'est-à-dire qu'il va contrôler les pieds du cheval, le faire reculer, le faire avancer, bouger ses hanches, bouger ses épaules. Globalement, au sol, entre guillemets, j'isole tête en colure, épaules, hanches, et après on les recombine pour faire ce qu'on veut, quoi. Un cercle, peu importe. Alors, on va voir si ma vidéo marche. Juste, ça fonctionne. Alors pour la petite histoire, le cheval que vous voyez, c'est Falco de Hus, qui a gagné les 7 ans cette année. Donc il est entier, hein, bien sûr. Hein. Donc vous voyez que c'est assez positif l'interaction avec le mien. Bien sûr, j'ai fait toute la désensibilisation avant. Enfin, j'ai fait du travail avant de les prendre comme ça. Hein. Et je commence toujours en liberté. C'est-à-dire que je mets l'entier en liberté et je vois s'il a plutôt tendance à venir trop fort sur moi ou plutôt à avoir peur. Et en fonction de ça, je vais moduler mon approche. Et une fois que je peux m'approcher en liberté, après je mets le licol. Voilà, et sur la photo du dessous, là, vous voyez, j'ai le drapeau et ça me permet de passer de l'œil gauche à l'œil droit avec quelque chose qui est potentiellement effrayant, même s'il l'a déjà vu au sol. Et donc d'avoir des chevaux qui sont plus surpris du cavalier qui va faire ça, ou lever une main, etc. etc. Donc d'où ces exercices de désensibilisation. Et après, je les emmène dehors. Donc je les emmène dehors comme ça me permet de voir un petit peu comment ils vont réagir face à l'environnement, voir s'ils sont plutôt à se freiner quand ils voient quelque chose de nouveau, ou plutôt à accélérer, à fuir. Enfin voilà, ça va me donner des indications qui vont me permettre après d'aider le cheval au mieux, savoir si je dois le mettre plutôt à côté d'un autre, ou plutôt aller tout seul, etc. Et alors là, depuis quelques années, je fais des yearlings de course. Et donc eux, je l'ai changé un petit peu ma méthode, parce qu'au début, les premières fois que je les ai vus arriver, j'ai fait oula, ils sont tout petits. Ils sont tout petits, ils sont tout bébés, et j'avais presque un petit peu de... J'étais un petit peu triste de les débourrer. Donc j'ai changé un petit peu ma façon de faire pour eux. Et je les emmène sur la piste d'abord en poning, galop à côté. Et une fois qu'ils galopent à côté, je leur mets... Il y a Fotras qui fait un mannequin que j'utilise que pour eux. Et comme ça, je peux bouger un petit peu le mannequin quand je suis sur mon cheval pour qu'ils apprennent à avoir du poids qui est un peu à compenser l'équilibre avec le poids qui se met dessus. Et une fois qu'ils sont bien, je mets le cavalier et ça se fait tout seul. Au préalable, j'ai fait des longues graines. Donc en fait, ils connaissent la bouche, l'attitude, l'arrêt, tourner, avant le poids du cavalier. En fait, l'idée pour moi, je pense que pour que le cheval soit serein au débourrage, il faut essayer de décomposer au maximum pour qu'il n'ait plus qu'à gérer le poids du cavalier. Parce que le poids du cavalier, finalement, c'est ce qui va gérer son équilibre, c'est ce qui va le changer, et c'est ce qui risque de déclencher un comportement non souhaitable pour nous, en tout cas, parce que lui, tout ce qu'il fait, c'est bon pour lui, il ne le fait pas contre nous, et si ça fonctionne, il va le répéter, c'est tout. Et moins il sait que ça peut arriver, mieux c'est, pour nous. Et alors, ouais, je dissocie bien l'éducation et le travail. Le travail, pour moi, c'est autre chose. Et il y a ce thème-là qui, à mon avis, on n'en parle pas assez. Il y a toujours une étape de mise à l'effort du cheval. C'est-à-dire que tant que vous faites du débourrage,
et c'est souvent le cas, en tout cas dans toutes les méthodes que j'ai vues, c'est que on apprend globalement le cheval à se déplacer avec le cavalier, au pas, au trot, au galop, et qu'il soit à l'aise et qu'il n'ait pas peur, et ça se limite à ça. Et après, hop, il va au travail. Moi, je vais un petit peu au-delà de ça. J'estime que si on veut en faire des chevaux de sport, si on veut en faire des chevaux de course, ou des chevaux qui vont finalement avoir à se donner physiquement, ils doivent, s'ils apprennent tout de suite à faire des petits efforts, hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas les mettre dans un effort énorme et dire faut que ça tienne ou tu casses, c'est pas du tout mon objectif. Mais par contre, par exemple, je commence toujours en extérieur, tout le temps. C'est-à-dire que dès le moment où je peux trotter avec le cavalier dans le rond, on va dehors. Parce que dehors, pourquoi ? Parce que c'est plus facile, ils ont envie d'avancer, c'est plus simple à gérer. Alors oui, il y a des petites situations, un chevreuil, un sanglier qui passe devant, une voiture, un camion, un tracteur, peu importe. Mais le cavalier et le cheval, à ce moment-là, vont faire équipe. En tout cas, il va être obligé de faire équipe parce que soit il s'en remet pas au cavalier, mais à ce moment-là, c'est que j'ai pas bien fait mon travail. Mais s'il y a quelque chose qui est effrayant, on va pouvoir le rassurer. Et dans tous les cas, si tout se passe bien avec l'environnement, il va avoir plus ou moins, plus en tout cas, ça c'est certain, envie d'avancer que dans un espace fermé, étroit, fermé du sol au plafond, ou avec des distances plutôt courtes. Si le cheval est en confiance, il n'y a aucune raison qu'il cherche à accélérer ou nous embarquer. Enfin, ça ne m'arrive pas en fait. S'il est en confiance, il n'y a pas de problème avec ça. Donc on va pouvoir en extérieur commencer à lui demander des choses, à régler une attitude, nuque, tête, encolure, la tension, on va pouvoir plus ou moins tout faire, la réponse latérale aussi, donc je vois pas pourquoi on s'en priverait. En fait, moi je fais ça, et une fois que j'estime qu'il a compris toutes les aides, qu'il y répond bien, après je vais en carrière. Et sur cette mise à l'effort en extérieur, alors j'ai la chance d'avoir une super structure, hein, au Radius c'est quand même assez bien, on a une très, très belle piste de galop dans la forêt. Une fois que je vois que le cheval fatigue un petit peu, plutôt que de dire bon on repasse au trot, je vais lui dire non, fais 100 ou 200 mètres de plus. Et je vois un petit peu ce qu'il va faire. S'il va plutôt se freiner au moment où je vais demander un petit peu plus, et ça va me donner quand même pas mal d'indications pour la suite. Et maintenant, avec le retour d'expérience que j'ai des chevaux que j'ai débourrés et qui sont âgés, je commence à voir quand même que cet effort-là était important. Et pour leur équilibre mental et physique, vu qu'ils vont avoir quand même des efforts sportifs et physiques à faire, il faut garder cette envie-là. Et pour cette envie-là, je pense encore une fois que l'extérieur, c'est le meilleur des endroits pour travailler. On peut travailler techniquement dans une carrière, dans un manège. Et pour sa tête, aller faire un travail léger de stretching, qui sera aussi bénéfique pour son entraînement en extérieur. Donc ça me paraît très important. Et après, le rythme et la répétition, alors ça c'est en fonction de chaque cheval, c'est en fonction des épreuves qu'on s'est fixées. Et il y a aussi, en tout cas quand je parlais de mise à l'effort, quand le cheval, et surtout au débourrage, va faire, par exemple, moi je fais, quand je les emmène sur la piste de galop, que c'est à peu près calé, ils font 2 km de trot, 2 km de galop. Les premières fois qu'ils font ça, ils vont avoir des courbatures le lendemain, c'est certain. Mais ils auront des courbatures quand ils vont aller en compétition. Ils vont faire 3 jours de compétition. La première, c'est dur, ils sont tendus. Le deuxième, ils vont se relâcher un peu. Le troisième, ils sont fatigués. Il va falloir qu'ils apprennent à travailler avec ces courbatures-là. Alors, quand ils ont des courbatures, je ne vais pas leur demander le même effort que la veille, mais je vais quand même leur demander de travailler avec ces courbatures-là, de faire un petit peu d'étirement, des choses qui vont les aider après pour la récupération, mais aussi qui vont tirer un petit peu sur le mental, c'est sûr, mais ça va me permettre un petit peu de les jauger et d'aider aussi les cavaliers derrière en disant attention, si quand il commence à être un petit peu fatigué, là il va aller un petit peu contre les aides, ou il va plutôt chercher à se freiner, ou il est moins régulier à droite, ou il va se coucher à gauche. Enfin, ça va me donner plein de petites indications que je vais pouvoir transmettre. Et la compétition, alors quand les gens, j'ai des cavaliers des fois ils me disent oh il est chiant à la maison mais il est bien en compétition. Alors ça c'est valable mais pas longtemps, hein. Si c'est pas parfait à la maison, c'est jamais parfait en compétition. Les petits défauts qu'il y a à la maison, ils vont être x10 en compétition parce que pour les mêmes raisons que je vous ai dit au tout début de la présentation, c'est-à-dire il y a un environnement nouveau, il va être moins attentif, il va être plus stressé, le rythme cardiaque est plus élevé, etc., etc.
Donc c'est pareil, quand on prépare pour la compétition, on les emmène que quand ils sont prêts à le faire. Et ouais, je dis souvent, surtout pour les chevaux de dressage, quand ils veulent faire saumur, je dis mais il n'y a aucun intérêt, si vous voulez pas le vendre, le faites pas. Oui, mais c'est pour qu'ils voient du terrain. Je dis à ce moment-là, prenez votre camion, allez au poney club du coin, et vous n'êtes pas contraint par les horaires, par le staff, par le règlement, et vous faites ce que le cheval peut accepter. Alors que quand vous arrivez en compétition, vous êtes obligé de faire ce qui est imposé par la compétition, et ça c'est une mauvaise idée. Vaut mieux faire une petite épreuve, peu importe la discipline, ou juste charger le cheval dans le camion et aller découvrir un autre lieu pour voir comment il se comporte. Et c'est d'autant plus vrai pour les entiers. Alors il y a quelques spécificités, je vais passer rapidement, mais sur les disciplines quand même, toutes les citer. Et là, finalement, la dernière, c'est presque la plus complexe, parce qu'on sous-estime souvent le cheval de loisir, mais je fais pas beaucoup de chevaux de loisir. Mais quand j'ai des gens qui m'en emmènent un, je dis alors qu'est-ce que vous voulez faire avec le cheval? Un peu d'obstacles, un peu de dressage, un peu de complet, un peu d'extérieur. Ah ouais, ok. Donc, et finalement, il va falloir préparer à tout ça. Et du coup, ces chevaux de loisir-là, ils commencent à être très précieux, en tout cas pour les gens. En tout cas, moi, je les vois comme ça, parce qu'ils sont prêts à tout. Mais finalement, ils sont très polyvalents. Alors, pour le dressage, les spécificités, en tout cas, sur lesquelles je peux, moi, travailler, hein, je suis pas cavalier, je vais pas travailler à la place des dresseurs. Par contre, sur l'environnement, on sait que voilà, il y a des lises blanches, il y a des cabanes, il y a des drapeaux. Ça peut se préparer au préalable. Hein. Ça m'arrive de sortir les chevaux de dressage un petit peu entre guillemets en bagage, c'est-à-dire qu'on profite d'une sortie et puis j'emmène un jeune qui est un petit peu délicat pour voir comment il se comporte vis-à-vis de l'environnement. S'il va contre les aides, par exemple, admettons, il a peur de la cabine du jury. Je suis à main droite. Il en a peur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir monter sa nuque et partir à droite. Donc globalement, il traverse la main, il traverse la jambe droite. Si vous lui avez appris au sol d'abord à passer à côté de la cabane, et encore une fois, il y a plein de moments où vous pouvez renforcer positivement dans ces situations-là. Alors l'obstacle, c'est encore plus flagrant, mais pour exemple, à chaque fois que je fais sauter mes chevaux en liberté, à la fin de la ligne, dans le virage, ils ont un saut de grain. Pour que ça soit pas contraignant et pour que ce soit au moins positif d'aller sauter. Quand j'ai des chevaux qui ont peur de la rivière, je les fais manger dans une rivière ou dans un bidet. Et ça peut être fait avant qu'ils aient peur, c'est encore plus efficace. C'est pareil pour les cabines de dressage et ça évite d'avoir à rééduquer un cheval parce qu'il il a appris à traverser la jambe alors qu'on aurait pu le préparer avant. Et je pense que pour toutes ces disciplines-là, toutes les petites difficultés, donc à l'obstacle, hein, je viens d'en parler, rivière, bidet, profil d'obstacles différents, ça peut se passer en main, ça peut s'intégrer dans un système d'apprentissage avec du renforcement positif. Pour le concours complet, c'est pareil, il y a notamment les trous qui sont assez difficiles pour les chevaux, parce que ils ont des perspectives un peu différentes. Avant de sauter un trackman, on les fait sauter un fossé, et en main, et après on rajoute un tronc par-dessus, etc. etc. Le cheval de course, ses difficultés, c'est quoi? C'est courir en groupe, c'est pas vraiment un problème, ça c'est assez naturel. La difficulté, c'est les boîtes. Donc les boîtes, ça s'entraîne avec le vent, ça s'entraîne en passage étroit, ça s'entraîne avec des bâches. Enfin, il y a plein de choses à faire qui sont faciles à faire avant et qui poseront aucun problème avant pour ne pas en avoir après. Et le cheval d'endurance, c'est pareil, c'est un petit peu plus spécifique parce que le cheval d'endurance, il travaille dans une attitude relativement ouverte. Donc il faut qu'il soit capable de garder une régularité et un environnement qui est changeant tout le temps. Donc il est entre guillemets plus comme le cheval de loisir, plus il est exposé, sans surexposer bien sûr, à tout stimuli, mieux c'est. Voilà un petit peu rapidement sur la trame. Si vous avez des questions, je vous écoute. Il y a une question? Ah oui. Merci. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport aux jeunes pur sang. Au niveau de l'entraînement, parce que vous disiez que normalement, s'il est en confiance, tout se passe bien, etc. Mais quand ils arrivent en entraînement, évidemment, il y a beaucoup de choses comment dire,
qui vont être contre-productifs pour son entraînement parce qu'il est dans un nouvel endroit, qu'il ne le connaît pas forcément, et notamment le fait que, comme vous disiez, ils sont tout petits, et quand ils arrivent, ils n'ont pas forcément d'équilibre. Et de là, ils apprennent vraiment des mauvaises actions, des mauvaises leçons. Ils vont commencer à se jeter d'un côté ou d'un autre pour rattraper leur équilibre, ou faire piquer des starts tout simplement pour changer de jambe. Et comment c'est possible justement d'éviter ça? Alors là, je vais vous donner un exemple très concret. Là, j'avais débourré une yearling l'année dernière et j'avais dit au propriétaire, je dis, elle est très légère, elle n'est pas très bien greffée, elle va être assez tardive, à mon avis, elle a besoin d'un peu plus de travail. J'ai pas détaillé, on me dit, oh, bon, par l'entraînement. Au début, ça a été très bien. Au bout de 3 mois, l'entraîneur m'appelle, il me dit, bon, elle voit des fantômes, elle se barre dans la forêt, etc. Je dis, est-ce que tu peux la reprendre? Je dis, oui, pas de problème. Elle revient. Bon, déjà, je pouvais plus mettre ma main dessus, elle était un peu inquiète. Bon, certes. Ok, donc ça, je peux le désensibiliser avant. Je l'ai peut-être pas fait assez, en fait, hein, donc je le prends pour moi. Et après, je voyais quelques vidéos, comment elle fonctionnait. J'ai commencé par faire des radios de dos, elle avait quelques petits conflits de processus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris des longues graines, je lui ai appris à tirer ses rênes vers le bas. Et quand je vous dis à tirer. Hein. Pourquoi? Parce que je sais que les cavaliers, ils vont pas réfléchir. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont faire dessus, ils vont prendre fort dessus. Donc, je me suis dit, comment je peux faire pour que elle, ça soit pas une cata pour elle? Eh ben, on va la faire tirer. On va la faire tirer, par contre, en bas. Donc, j'ai fait ça avec les longues graines, et après, j'ai fait ça dans une petite cadence. Et là, elle est repartie à l'entraînement, elle va toute seule. Mais il faut arriver. Je me suis déplacé chez les entraîneurs. J'ai regardé comment ils faisaient. Je ne vais pas changer quoi que ce soit dans leur façon de faire. Je veux dire, je suis personne pour leur dire changer ça, ça n'ira pas. Par contre, je peux préparer le cheval au mieux si je sais comment il va être monté, si je sais quelle est sa routine. J'ai vu qu'il faisait une tonte de chasse, qu'il mettait les couvertures, comment il les mettait. Donc du coup, hop, je l'ai fait à la maison. J'ai vu comment il jetait les cavaliers dessus. Et je l'ai fait à la maison. Une fois que j'avais eu tout mon système est fait, après, je fais des spécificités. Si je peux. Après, des fois, je ne sais pas où ils vont, les chevaux. Hein. Donc, j'essaye de les exposer un maximum de choses pour qu'ils en subissent moins après. Mais on ne peut pas tout prévoir. Donc après, c'est surtout beaucoup d'observation. Et encore une fois, il faut corréler toujours le comportement au physique. Donc, est-ce que le comportement que tu dis là, est-ce que c'est pas lié à une douleur? Est-ce que c'est pas lié à un défaut d'aplomb? Est-ce que c'est pas lié? Est-ce qu'ils ont enlevé les dents de loup? Là, par exemple, on a acheté 5 chevaux aux ventes yearling d'août, donc des chevaux à un certain prix quand même. J'ai mis ma main dans les bouches. Il y en avait qui avaient des dents de loup. Il y en avait où ils ont râpé, mais j'avais ça de table. C'est-à-dire que quand je ferme les mâchoires, quand je fais ça, il n'y a même pas de bruit. Ça se touche pas. Déjà, pour la mastication, ça va être compliqué. Et avec le mors, je sais qu'ils vont pas prendre le contact. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et pourtant, c'est des gens qui travaillent bien, normalement. Et en plus, ils ont des morts ou puisque c'est obligatoire hein, pour les ventes, ils ont mort ou chiffonné dans la bouche. Donc ça, avec des dents de loup. Ouais. Donc, je peux pas tout régler. Mais par contre, voilà, essayez quand vous avez le cheval, de faire le tour et d'essayer d'observer qu'est-ce qui le gêne, lui. Et après, comment le mettre, lui, dans un environnement qui n'est pas forcément propice, hein, on va dire, faut dire les choses comme elles sont, mais comment on va l'aider pour qu'il l'accepte ou qu'il le tolère mieux. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, devant. Quand vous emmenez le cheval en extérieur, j'ai 2 questions. Est-ce que vous partez avec un vieux, un partenaire social, ou est-ce que vous l'avez déjà fait, jeune vieux? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des chevaux qui sont plus faits pour être en tête, en extérieur, ou est-ce que c'est un mythe et que chaque cheval bien débourré peut aller en tête ou tout seul? Alors, je les emmène d'abord en pony pour voir leur réaction, mais là, ils sont à côté du mien et ils ont souvent... Je laisse pas dépasser la tête de mon cheval. Enfin, mon cheval ne laisse pas dépasser l'autre, de toute façon. Il a l'habitude, maintenant, il commence à leur coucher les oreilles s'il commence à passer trop, et après, il mord. Et ça, j'ai rien à faire. Mais bon, ça a pris des années. Hein, donc là, d'ailleurs, il faut que je pense en former un autre. Bref, quand on va dehors, après, je demande de passer devant et jamais derrière.
Pourquoi? Parce que sinon, ils ne prennent zéro autonomie. Par contre, ce que je fais, c'est que les premières sorties, et en fonction des chevaux, peut-être 1, 2 ou 3 sorties, j'accompagne moi avec mon vieux. Parce que s'il y a un endroit où c'est dangereux, où c'est difficile, je vais juste repasser une tête devant, mais une tête devant sans me mettre devant l'autre. Hein. Juste une tête devant, demander au cavalier de solliciter au moins pour qu'il revienne au même niveau, et hop, il repasse devant. Si vous le collez derrière, il va se fier au cheval de devant, ça peut être une étape, mais ça ne lui apprend pas à prendre de l'autonomie et à aller devant. Et en plus, on ne peut pas régler la rectitude. Parce que, avant tout, hein, quand je vais dehors, c'est pas pour me promener, c'est vraiment pour travailler. Donc, ils apprennent à rester entre les jambes sur un tracé précis. Et donc, s'il est tout seul devant, bah, forcément, hein, au début, je dis à mes étudiants, vous tolérez 1 mètre à droite, 1 mètre à gauche, parce qu'ils apprennent. Et après, 50 cm. Et après, on tolère plus rien au bout de 3 semaines d'extérieur. Et donc, ça, s'il est derrière un autre, on va pas pouvoir le régler, on va pas pouvoir le travailler. L'idée, c'est qu'il soit autonome, en ligne droite, rêne longue. Et ça, c'est jamais le cas avec un 3 ans. Il va toujours hop là, faire un peu ça. Et donc, du coup, ça nous permet justement de demander, non, pas là, pas ma jambe, ma jambe, ma jambe. Ah, là, t'es bien, t'es droit. Je fais plus rien. Et après, il cherche à être droit, en fait. Je sais pas si ça répond à votre question, mais... Et juste, ça répond bien. Est-ce que vous pouvez éclaircir le début, la pony, là? Vous prenez un cheval à côté de vous en longe, c'est ça? Oui, bah c'est la vidéo que vous avez vue. Mais c'est pareil, c'est technique. C'est-à-dire que c'est pas juste prendre le cheval et emmener un cheval de bas. C'est lui demander d'être immobile quand tu veux être immobile, de pouvoir faire face, passer d'un côté et de l'autre, de pouvoir bouger que les épaules, que les hanches, qu'il puisse reculer, qu'il puisse avancer. Enfin voilà, c'est exactement les mêmes codes que j'ai mis en place au sol que je vais répéter avec mon cheval, pour pas qu'il soit perdu. Bonjour. Je voulais savoir, des chevaux qui, dans leur passé ou dans leurs jeunes années ou dans leur débourrage, ont appris, ou en tout cas ont été mal formés et ont pris des techniques de défense assez importantes, est-ce qu'il est possible de leur désapprendre ces techniques qui peuvent même être des choses ensuite dangereuses pour le cavalier, ou une fois que le cheval a pris une certaine habitude, on va devoir juste gérer le cheval avec ses vices, on va dire ça comme ça, ou on peut réussir vraiment à faire disparaître ces mauvais apprentissages. Alors, la rééducation, c'est une autre partie. Alors, il y a un scientifique, là, Andrew McLean, qui dit une fois suffit et 3 fois c'est sûr. Globalement, quand il a répété 3 fois quelque chose, c'est dedans. Et bon, alors là, les scientifiques pourront en parler mieux que moi, mais c'est un schéma neuronal, hein, l'apprentissage. C'est la même chose que nous. Donc, un neurone qui se connecte à un autre, qui fait une connexion de pont, et à chaque fois que ce même apprentissage est répété, une autre connexion, une autre, etc., ça finit par faire un schéma très complexe. Quand le cheval est en stress, sur le même stimulus, le cerveau va basculer tout de suite sur le schéma le plus complexe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si par exemple, je vais vous dire une bêtise, le cheval, on m'amène un cheval, quand je tends les rênes, il se met debout. Donc en fait, pourquoi il se met debout? Parce que quand on tend les rênes, il se met debout, et souvent on se raccroche à l'encolure, donc ce qui a déclenché le fait qu'il ait envie de se mettre debout, s'en va. Donc il apprend, quand je me mets debout, ce qui me gênait s'en va. Donc ce que je vais faire, moi, je vais garder le contact, péniblement des fois, enfin je vais le faire d'abord, je vais commencer aux longues graines, peu importe, et quand il va descendre, je vais relâcher. Et ainsi de suite. Ça va peut-être marcher avec moi, dans mon environnement où je lui ai réappris, mais si je le remets dans l'environnement où il était, avec le même cavalier, et faire la même erreur, vous êtes sûr que ça va revenir. C'est pour ça que la rééducation, c'est délicat. Par contre, ils peuvent apprendre à tout âge, c'est-à-dire qu'ils peuvent refaire des connexions à tout âge. Donc on peut leur réapprendre autre chose. Mais plus on change de choses, plus c'est facile pour le cheval de faire la part des choses. Si c'est des choses très fines, c'est très compliqué. Un cheval qui veut pas sauter, que ce soit une barre au sol ou 1m30, c'est facile à rééduquer, entre guillemets. Un cheval qui refuse 1m60 alors qu'il saute 1m50, là, je veux pas jouer le coup, quoi. Et encore, ça, c'est pas des contraintes mentales, c'est des contraintes physiques. Mais on peut les rééduquer, ça prend du temps, il faut vraiment réfléchir à comment changer le schéma d'apprentissage pour que ce soit
vraiment complètement différent, même si c'est le même déclencheur. Parce que le problème souvent, c'est que c'est le même déclencheur. Par exemple, s'il rétive à la jambe, il va falloir que je mette ma jambe. Donc là, sa réponse première, je sais pas, c'est de se freiner quand je mets la jambe. Il va falloir que je lui apprenne à avancer quand je mette ma jambe. Donc le déclencheur va être le même. Donc s'il a répété ça X fois, il faut que, pour que la rééducation soit totale, il faudrait que j'ai répété la bonne chose. Alors, encore une fois, hein, c'est la bonne chose pour nous. Plus de fois que ce qui s'est freiné. Pour être sûr du coup. Et encore, ça peut encore être là. Donc voilà. Globalement, les bonnes pratiques dès le début sont bien meilleures que la rééducation après. Et quand ils ont plus de 7 ans, je les prends d'abord 15 jours où je les évalue à peu près. Entre 4 et 6, j'arrive à m'en sortir. Mais sans garantie de résultat. Pas d'autres questions? Bonjour. Je voulais savoir comment est-ce qu'on peut éduquer au mieux le poulain, le cheval, avant de l'amener au débourrage, pour qu'il ait cette relation de confiance, mais comme vous disiez, c'est intéressant qu'il ait quand même un peu peur de l'homme. Alors, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit c'était intéressant qu'il ait peur de l'homme. C'est intéressant qu'il soit réactif aux demandes. C'est-à-dire que s'il est en confiance, tellement en confiance que plus rien n'est important dans ce qu'on fait, là, ça peut être embêtant, surtout pour faire des chevaux de compétition. Après, le mieux, c'est ce que a démontré Séverine au début, hein, c'est d'abord d'avoir un rapport passif avec la mère, surtout la mère. La mère est très très important. Que le cheval ait des contacts sociaux jusqu'au débourrage. Et après, si vous pouvez... Alors on sait que par exemple, pendant le sevrage, de fait, le poulain est en manque de contact social. Donc il va être plus à même et il va nous solliciter un peu plus là-dedans. Donc cette période de débourrage, elle est charnière, c'est pareil, hein, il y a des méthodes de sevrage, pardon, c'est bien le sevrage que je disais. Il y a des méthodes de sevrage qui sont bien plus bénéfiques aux poulains que d'autres, notamment retirer les mères et qu'ils aient un partenaire privilégié avant, qu'il y ait eu de mettre un vieux avant ou quelqu'un avec qui ils vont pouvoir tisser des liens. Et quand on retire la mère, les 15 jours qui suivent le sevrage, c'est là où ils sont plus propices à l'apprentissage. Donc si on peut juste leur apprendre à bien céder au licol, marche avant, marche arrière, ne pas bouger les pieds quand on ne demande rien, et brosser partout, moi ça me suffit. Mais encore une fois, il faut faire attention qu'on ne recule pas quand le cheval avance. C'est des petites choses, mais souvent, c'est souvent le cas, quand le cheval bouge, eh ben les gens bougent. Et donc ça veut dire qu'il sait que quand il va se déplacer vers moi, je vais bouger. Sauf que ça ne va pas être le cas, donc du coup il ne va pas bien le prendre. Donc là, je ne vais pas utiliser la punition, comme disait Séverine, je vais utiliser des obstructions qui viennent se cogner à moi et pas ma main qui va vers le cheval. Ça pour moi c'est une grave erreur. Hein. Que la main aille vers la tête du cheval, c'est une grave erreur. Pourquoi? Parce que la main, vous en avez besoin pour caresser, pour brider, pour soigner. Vous n'avez pas envie que le cheval s'écarte de la main. Par contre, si vous mettez votre coude quand il essaye de mordre, il va se faire mal tout seul et il n'y reviendra pas. Encore une fois, c'est une question de timing. Hein. C'est facile de le dire, c'est moins facile de le mettre en application. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous.